Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter le topo d'aujourd'hui, intitulé IDM à coronaire sain. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Après une brève introduction, on va donner une idée sur la physiopathologie et les différentes étiologies, poser le diagnostic positif, éliminer les diagnostics différentiels, traiter et donner une idée sur le pronostic avant de conclure. L'infarctus de myocarde à coronaire angiographiquement normal au coronaire sain est une entité saine, est une entité ancienne et très fréquente. Plusieurs hypothèses physiopathologiques ont été proposées, mais elles sont toujours source de débat. Elles se caractérisent par des artères coronaires normales ou athérantes non significatives, moins de 50%. Deux principaux diagnostics différentiels doivent être recherchés, le syndrome de Takotsubo et la myocardite. Le scanner multicoupe et l'IRM cardiaque sont très utiles pour le diagnostic étiologique. La prévalence de ce syndrome dans la littérature varie entre 1 et 14%, en fonction des critères utilisés pour la définition des coronaires normales, avec une fréquence plus atteinte chez les femmes et chez les jeunes moins de 55 ans. Dans un travail récent, Palmeret a montré sur un plus long terme une évolution vers une sténose significative et de 46% chez les patients présentant initialement une coro normale, versus 81% chez les patients avec une sténose non significative, moins de 30%. Concernant la physiopathologie, un mécanisme unique ne peut pas expliquer à lui seul les infarctus à coronaire saine. Plusieurs hypothèses physiopathologiques ont été proposées. À côté d'un athérome non sténosant, on peut trouver les vasospasmes coronaires dans 15,5%, thromboses et les hypercoagulabilités dans 14% des cas, les emboles dans 2,2%. Mais sachant très bien que 60% des cas, aucune cause n'est retrouvée. Cela a été démontré dans une étude australienne rétrospective portant sur 714 patients hospitalisés pour syndrome coronarien aigu, dont 41 patients avaient une coro normale. Parmi eux, 68%, aucune cause n'est retrouvée. On commence par l'athérome non sténosant. Il est bien établi que de nombreuses coronaires saines sont en réalité des sténoses, avec un remodelage positif, n'ayant aucun impact liminal, ou des thromboses recanalisées. Deuxième mécanisme, c'est le spasme coronaire. Sa prévalence est de 3 à 95%. Cette grande différence de la prévalence sont dus à les facteurs qui sont utilisés pour déclencher le spasme et la définition de spasme. Le principal facteur déclenchant le spasme coronaire est le tabac. Mais à côté de celle-là, on peut trouver le stress physique et mental, manœuvre de Valsalva, l'hyperventilation, la prise de cocaïne. La physiopathologie du spasme coronaire est complexe et non encore complètement élucidée. Mais les deux composantes essentielles du spasme coronaire est l'hyperréactivité des cellules musculaires lisses et la dysfonction endothélienne. Cette hyperréactivité des cellules musculaires lisses sont dues à des nombreux agents vasoconstricteurs, l'acétylcholine, sérotonine, noradrénaline. Et la dysfonction endothélienne responsable d'une perte de l'effet vasodilatateur monoxyde d'azote, dépendant diminution de la production de monoxyde d'azote avec déséquilibre de la balance vasodilatateur-vasoconstricteur. Tous ces mécanismes sont à l'origine d'un spasme coronaire. Les thromboses et les états d'hypercoagulabilité. L'anomalie de l'hémostase, ça peut être soit une anomalie acquise ou constitutionnelle. Les anomalies constitutionnelles sont déficit en protéines S, C, antithrombine B3, mutation des facteurs 5, l'hyperhomocystéinémie. Les anomalies acquises, c'est peut-être la contraception ostroprogestative et le tabagisme. Ces deux anomalies sont responsables d'un dysfonctionnement de la vasodilatation endothélienne. L'embolie coronaire, il s'agit d'une étiologie qu'il faut savoir rechercher et qui touche surtout le réseau gauche. Sa prévalence dans les études autopsiques est de 10 à 13%. Les emboles proviennent soit de la valve native, soit de prothèses valvulaires, myxome, lésions d'endocardite, thrombus neuro, erreur de calcium au cours des manœuvres chirurgicales ou percutanées. Pont myocardique. Il s'agit d'une étiologie qui est rare, mais qu'il faut chercher de façon systématique. C'est une anomalie congénitale de relation entre les vaisseaux coronaires sous-épicardiques et le myocarde. Il touche environ 5 à 12% de la population générale, surtout au niveau des lèvres. Comme le pont myocardique est constitué par des fibres musculaires, la contraction systolique responsable d'un rétrécissement de l'artère. La compression systolique de la coronaire pourrait provoquer aux fréquences élevées des lésions endothéliennes pouvant induire une majoration de la vasospasticité et l'agrégation plaquettaire. La multiplicité des hypothèses diagnostiques pour le syndrome X souligne que jusqu'à maintenant, on n'a pas un mécanisme unique et convaincant. On a plusieurs hypothèses qui peuvent être associées à des degrés divers.
soit une sensibilité anormale des tests des artérioles coronaires de petit calibre aux stimuli vasoconstricteurs, un métabolisme myocardique particulièrement vulnérable à des réductions mineures et transitoires des apports en oxygène et en énergie, une susceptibilité exacerbée à la perception consciente des stimuli viscérosensitifs cardiaques et donc à la douleur angineuse. Donc, il faut poser le diagnostic. Ce sont des patients qui se présentent dans un tableau de suspicion de sténie. Donc, douleur thoracique, syncope, liposémie ou état de choc. On fait un interrogatoire rapide pour faire chercher les facteurs de risque qui sont représentés essentiellement par le tabac et les circonstances de survenue, soit au repos, à l'effort, postprandial, après stress physique, psychique. Puis, examen clinique rapide. Sans trop tarder, on fait un ECG pour voir est-ce qu'il est normal, anomalie de segment ST, trouble de rythme de conduction. Bilan, troponine initialement. Le reste du bilan, c'est après la phase E. Le TT pour évaluer la FEVG, trouble de la cinétique, valvulopathie aux prothèses valvulaires, thrombus, myxandologie ou végétation. Donc, selon les recommandations de l'ES 2017, devant suspicion de sténie, il faut faire courroux en urgence. Cette courroux, soit qu'il montre une sténose significative supérieure à 50%, dans ce cas, on traite le sténie. Soit absence de sténose significative, dans ce cas, on est dans le cadre de la minocan. C'est la nouvelle définition selon l'ES 2017. Donc, la courroux permet aussi de réaliser deux autres examens, c'est la ventriculographie et test de provocation. Selon l'ES 2017, la diagnostic de myocarde repose sur la présence initialement critère universel d'infarctus de myocarde, absence de sténose significative au courroux normal à la coronarographie et absence de signes cliniques spécifiques pour la présentation aiguë. Pour cela, le cathéter réserve, le cardiologue pose plusieurs questions. Quels sont les diagnostics à évoquer? Suspicion de sténie avec courroux normal. Quelles sont les investigations à réaliser? Selon un schéma publié dans l'ESC, il faut compléter par la ventriculographie. Cette ventriculographie, soit qu'il est normal ou bien il montre une anomalie faisant suspecter une cause épicardique. C'est le cortex faisant suspecter thrombus, il faut compléter par le VUS et l'OCT. Par contre, si on a une suspicion de spasme, selon le contexte de la douleur qu'on va traiter après, il faut compléter par test de provocation. Et si la ventriculographie montre des anomalies qui sont en rapport avec une cause microvasculaire, c'est en fonction toujours du contexte. Si le contexte faisant suspecter spasme microvasculaire, test de provocation. Si on suspecte embolie en fonction de contexte thrombose, on compléter par échotransœsophagien. Si on suspecte acotopon et myocardite, il faut compléter par l'IRM. Sans trop tarder, je vais donner des petites définitions concernant ces nouvelles techniques. L'IVUS, l'échocardiographie endocoronaire. C'est un examen invasif composé d'une sonde munie d'un transducteur, complémentaire de l'étude de la lumière artérielle par la coronarographie. Dans son intérêt, c'est la différenciation des trois nuques artérielles, composition des plaques d'athérome, évaluation précise de l'étendue réelle de l'athéromateuse. L'OCT, c'est la tomographie par cohérence optique. Excellente résolution des couches les plus superficielles de la paroi vasculaire et des endoprothèses coronaires. Elle a une sensibilité diagnostique supérieure par rapport à l'IVUS. Il permet la caractérisation des plaques d'athérome. Scanner cardiaque, comme c'est très bien, qu'il permet une analyse de myocarde en acquisition tardive pour différencier infarctus de myocardite aigu et rechercher des anomalies de naissance des artères coronaires, comme pont myocardique. Et l'IRM cardiaque, c'est un examen non invasif sans irradiation. Il a une excellente résolution spontanée en contraste entre son circulant, paroi myocardique, graisse péricardique, médiastinale et péricardique. Donc, on va entamer un chapitre de particularités paracliniques en fonction de chaque pathologie. Commençons par l'athérome non sténosant. La coronarographie a une faible prédilection d'instabilité de plaques, d'où l'intérêt de l'OCT et l'IVUS, qui jouent un rôle important dans l'identification des plaques à risque de rupture. Cela a été démontré dans plusieurs études avec donc l'OCT est plus sensible que l'IVUS et des études antérieures ont montré que l'OCT a une sensibilité de 92% et une spécificité de 73%. Longueur spastique. Quand il faut suspecter longueur spastique chez un patient qui se présente pour une douleur thoracique au repos, au petit matin ou en fin de soirée, mais surtout avec alternance des longues périodes de rémission. Mais pour cela, il faut faire un courroux, toujours pour éliminer une lésion organique. Et puis, on met en évidence ce spasme par le test de Metergen. C'est quoi ce test de Metergen? C'est un test de provocation qui est indiqué en cas d'une suspicion clinique d'angor spastique et test non invasif non contributif. Au traitement inefficace chez les patients ayant un diagnostic avéré d'angor spastique. Avant de réaliser le test, il faut toujours éliminer les contre-indications, qui sont toutes contre-indications à la coronarographie, l'infarctus de myocarde à la phase aiguë, maladie vasculaire périphérique sévère, HTA sévère, allergie à la méthylherdométrine.
Concernant la technique, avant de réaliser le test, il faut suspendre tout agent, tout traitement vasoconstricteur, vasoactif 48 heures avant, tels que les dérivés nitrés et les inhibiteurs calciques. On garde que les dérivés nitrés par voie sublinguale en cas de crise. Les deux agents pharmacologiques qui peuvent être utilisés, c'est l'acétylcholine et les méthylorgonivine et ses dérivés. Il faut toujours prépositionner une sonde au niveau du tronc commun avec 2 mg de résorbant prêt à l'emploi. Puis on débute par une injection intraveineuse de 0,4 mg de méthylhergométrine et faire un contrôle coronarographique après 4 minutes. L'injection de résorbant est systématique, même en cas de négativité, pour éviter éventuel effet retard. On dit que le test est positif si on a une réduction transitoire totale ou subtotale supérieure à 70% du diamètre de la lumière artérielle coronaire focale ou diffuse, associée de façon concomitante avec une douleur thoracique et ou un sus-décalage segment ST à l'ECG. Voilà une image de la couronne avant la réalisation du test de Metergen qui objectifie ça, il n'y a pas de sténose. Après le test de Metergen, on a une sténose significative au niveau de l'artère. Puis, il faut toujours avoir une disparition de sténose après le résorbant. Troisième, c'est le pont myocardique. L'examen gold standard pour l'évaluation anatomique des ponts myocardiques et la coronarographie, qui permet d'objectiver un aspect typique d'effet milking, reflétant la compression systolique des segments tunnalisés. La réserve coronaire permet une évaluation hémodynamique. FFR inférieur à 0,75, ischémie probable. FFR supérieur à 0,80, il faut une administration intraveineuse de la dobutamine pour éventuelle reproduction des symptômes, ainsi qu'on note une diminution de la FFR après une administration de la dobutamine. L'IVUS permet deux analyses, anatomiques et hémodynamiques. L'analyse anatomique, elle montre un signal hyperéchogène entourant le segment vascularisé des milieux. L'analyse fonctionnelle montre qu'il s'agit d'une accélération précoce diastolique, suivi par une décélération rapide mésodiastolique, puis un plateau méso-télédiastolique, voire une diminution et absence de flux en systole. L'échocardiographie de test est un test fonctionnel non invasif. On a identifié des anomalies de mouvement de la paroi septale chez 14 patients avec pont myocardique prouvé par FFR et l'IVUS, mais elle a une sensibilité faible. Des études seront nécessaires pour valider cette technique. Le syndrome X reste toujours un diagnostic d'élimination. Elle est beaucoup plus fréquent chez la femme. Le scanner coronaire montre des calcifications dans environ 50% des cas. L'IRM de perfusion, objectif d'effet de sévérité et d'étendue, très variable d'un patient à l'autre dans 50% des cas. L'échographie endocoronaire, objectif un épaississement de la média et de l'intima et ou des lésions athéromateuses à minima. Donc, on va donner une idée sur les diagnostics différentiels. Les deux diagnostics différentiels, on a dit que le syndrome de Takotsubo et la myocardite. Le syndrome de Takotsubo, ce sont des patients qui se présentent dans un tableau d'infarctus à coronaire saine, le plus souvent chez une femme en post-ménopause, suite à un stress psychologique ou physique. On fait ventriculographie, on trouve un aspect de ballonisation apicale. L'IRM, absence d'anomalie de signal myocardique au temps tardif. L'évolution vers une récupération clinique, ECG et morphologie complète, rapide. La myocardite. Il faut penser à la myocardite si un patient sans facteur de risque, en particulier dans un contexte infectieux récent ou semi-récent. C'est une inflammation du myocarde, ce n'est pas de la nécrose, d'origine infectieuse, virale, surtout ou auto-immune. Bien que la biopsie myocardique est le gold standard pour le diagnostic, mais l'IRM permet une différenciation entre une atteinte ischémique et une atteinte inflammatoire. Alors, on passe pour le traitement. Alors, commençons par l'athérome non sténosant. Il faut traiter par la double anti-agrégation plaquettaire, statine et les IUC. Les thromboses et les états d'hypercoagulabilité. Il faut un traitement anticoagulant. Les embolisations, il faut traiter l'étiologie par résection de myxome, traitement de l'endocardite, traitement anticoagulant des thrombus. L'angoisse spastique, 3 volets. Il faut corriger les facteurs de risque, il faut traitement de la phase aiguë et traitement de fond. La correction des facteurs de risque repose sur l'arrêt du tabac et éviter le stress. Les traitements de la phase aiguë reposent sur les dérivés nitrés d'action rapide par voie sublinguale, en spray ou par voie intraveineuse. Le traitement de fond. Initialement, on commence par les inhibiteurs classiques, nifedipine, verapamil, deltéazine. Des études ont montré qu'on peut même associer 2 inhibiteurs classiques, mais il y a un risque très élevé d'avoir des effets indésirables.
Les délivinitrés de longue durée d'action chez les patients réfractaires aux inhibiteurs classiques seuls. Nécorandil a été également proposé, bêta-bloquant en cas d'une sténose coronaire associée. Il est contre-indiqué en cas d'un spasme sévère sur coronaire sain. Ainsi, une nouvelle molécule qui a prouvé son efficacité dans une étude japonaise, ce qu'on appelle le hydroxyfasudil. Ce sont les inhibiteurs de rokinase. Malgré ce traitement, 5 à 30% des patients continuent à faire des épisodes d'angoisse spastique, avec possibilité de survenue d'infarctus de myocarde ou de mort subite par des troubles de rythme ventriculaire, de l'intérêt de faire l'angioplastie. Ce qui a été démontré par Gasparton, qui a rapporté la réalisation d'une angioplastie avec mise en place d'un stent chez 9 patients présentant un angoisse spastique réfractaire au traitement médical, mais avec un segment d'artère coupable. Le contrôle angiographique après 6 mois a objectivé une sténose intrastène chez un seul patient, alors que sur une évolution à 10 mois, 6 patients restaient asymptomatiques et on note récidive d'angoisse spastique que chez 3 patients. Le défibrillateur automatique implantable est indiqué dans 2 situations, en cas d'arrêt cardiaque récupéré ou bien en cas d'arythmie ventriculaire récurrente. Pour le plan myocardique, 3 volets aussi, traitement médical, endonominal et chirurgical. Le traitement médical, selon la classification de Schwartz, seules les classes B et C qui doivent être traitées par les bêta-bloquants initialement ou deuxième intention, les inhibiteurs classiques bradycardisants. Il faut savoir qu'un pan myocardique asymptomatique, pas de traitement. Traitement chirurgical, c'est patient réfractaire au traitement médical maximal. 2 techniques, c'est la myomectomie de décompression, pontage aortocoronaire. Traitement endominal, si le patient c'est pas un bon candidat pour la chirurgie. Si le patient c'est pas un bon candidat à la chirurgie, mais parce qu'il y a un risque très élevé de sténose, cela a été démontré dans plusieurs études. Le syndrome X, son traitement repose sur le traitement pharmacologique anti-ischémique, traitement pharmacologique analgésique et traitement non pharmacologique. Commençons par le traitement pharmacologique anti-ischémique. Le bêta-bloquant en première intention, si l'ischémie a été induite par l'effort et s'il existe d'autres stigmates d'hyperadrénergie, augmentation de la fréquence cardiaque. Le propranolol permet la réduction des épisodes ischémiques par 24 heures. Les anticassiques en première intention, si vasomotricité coronaire augmentée. Elles assurent la réduction de la fréquence des épisodes de crise angineuses et la prolongation de la durée d'exercice. Mais ils ont montré que les bêta-bloquants sont meilleurs par rapport aux inhibiteurs classiques. Jadmel a montré que l'utilisation de ranolazine en monothérapie permet d'augmenter la performance à l'effort, ainsi que les délivinitrés sont occasionnellement très efficaces. L'IEC améliore la tolérance à l'exercice, la fonction endothéliale, le débit coronaire. Le traitement pharmacologique analgésique, ce sont les dérivés de xanthine et les antidépresseurs tricycliques. Le traitement non pharmacologique, c'est la thérapie cognitive, la neurostimulation, modification de style de vie, tel que le sport, perte de poids, arrêt de tabac. On va donner une idée sur le pronostic. Alors, l'approche SATE a évalué la plus large cohorte des patients ayant présenté un infarctus de myocarde et exploré par coronarographie. 796 patients entre janvier 1995 et décembre 2000 ont été classés en 5 groupes, soit coronaire optiquement sain, lésions mineures moins de 50%, bas risque 1 à 2 vaisseaux avec une lésion supérieure à 50%, haut risque atteint de 2 coronaires dans l'évier proximal ou tritronculaire atteint du tronc commun. Alors 2,8% avaient une couronne normale et 4,6% avaient une lésion non significative moins de 50%. Les caractéristiques cliniques des patients avec couronne normale avaient des différences significatives. Dans la moyenne d'âge est de 49, avec une faible prévalence d'hypertension artérielle, dyslipidémie et diabète et l'insuffisance cardiaque congestive par rapport aux 4 groupes. Si le traitement est médical dans 100% des cas au cours de la phase aiguë, aucun patient qui avait initialement une couronne normale n'a bénéficié de pontage ou d'angioplastie après 1 an. Contre 0,4% chez les patients avaient une lésion significative, par contre les patients avaient une lésion non significative moins de 50%, 0,4% ont fait un pontage et 0,2% ont fait une angioplastie. Concernant la mortalité à 30 jours et à 1 an, la mortalité à 30 jours à 1 an chez les patients avec couronne normale et lésions était identique par rapport aux patients avec lésions non significatives, mais elle reste inférieure par rapport aux 3 autres groupes, ce qui montre meilleure survie à long terme.
Longueur spastique, son pronostic est incertain, avec risque de survenue d'infarctus de myocarde ou d'une mort subite bien réelle. Le syndrome X, sa symptomatologie est parfois invalidante, mais elle a un excellent pronostic, aucun risque de mort subite ou d'infarctus, pronostic vital superposable à celui d'une population saine, non dépendant du traitement, qui n'est qu'un avis symptomatique. Donc, on va terminer par un cas clinique. Alors, il s'agit d'un homme âgé de 32 ans, tabagique actif à 17 paquets années, qui s'est présenté pour une douleur thoracique constrictive d'allure angineuse, cédant de façon spontanée. Puis, il a eu une récidive de précordiagie intense la soirée. L'examen clinique, c'est un patient, il a consulté. L'examen clinique, on a trouvé une tension à 11,6/6 avec une fréquence cardiaque à 90 battements par minute. Il n'y avait pas de signe d'insuffisance cardiaque. Donc, on a fait un ECG. C'est quoi la conduite à tenir? Donc, on a complété par une coronarographie qui est revenue normale avec au bilan troponine à 13 nanogrammes, CPK à 6300. On a refait l'interrogatoire, on a trouvé qu'il y avait une notion de prise de cocaïne inhalée, antécédent d'hyperthermie, myalgie, angine. Quels sont les diagnostics à évoquer devant ce tableau? Donc, les deux diagnostics, c'était la myocardite et le spasme coronaire. La myocardite devant le tableau d'hyperthermie et la myalgie, spasme coronaire devant la notion de prise de cocaïne et la récidive de la douleur. Quels sont les examens complémentaires? Devant ce tableau, on a complété par l'IRM initialement, qui a objectivé absence de thrombus, absence d'anomalie de perfusion de muscles. Test de provocation qui est revenu positif, donc on est dans le cadre du spasme coronaire. Donc pour terminer, on a mis un schéma récapitulatif. Donc selon l'histoire clinique, le CG, le TT et les marqueurs myocardiques, il faut faire un courant en urgence. Si on fait un courant en urgence, soit qu'on est dans les sténoses significatives supérieures à 50%, dans ce cas, il faut traiter la sténose. Soit absence de sténose significative supérieure à 50%, au courant normal, on est dans le cadre de Minoka. Dans ce cas, il faut soit qu'on a les sténose soit sténose inférieure à 50%, il faut compléter par l'IVUS et l'OCT pour éliminer éventuel athéromen sténosant, thrombose, embolie, qu'il faut compléter par écho de transovagien. Soit selon la courant, on trouve aspect de milking, il faut compléter par l'IVUS qui permet une étude anatomique et hémodynamique. Dans ce cas, on est dans le cadre de pompe myocardique pour dire que le pompe myocardique est responsable d'ischémie. Soit que la courant est normale, dans ce cas, on complète par la ventriculographie. Si on a un aspect de ballonisation apicale, on est dans le cadre du syndrome Takotsubo. Sinon, il faut compléter par l'IRM pour éliminer la myocardite, qui sont les deux diagnostics différentiels de l'infarctus à coronaire saine. Sinon, en fonction de contexte, il faut compléter par test de provocation pour voir, dire qu'il s'agit d'un spasme coronaire. Merci.